C'est au sommet de santé nord-américain organisé en octobre 2006 à Montréal que j'ai rencontré le docteur Othello Vergère. Chrétien engagé, il avait été invité par le département santé de la Fédération des Églises adventistes à présenter un séminaire sur les conséquences du stress sur la santé. Né en Suisse, le docteur Vergère, médecin, chirurgien, gynécologue, s'est installé depuis plus de 20 ans en Martinique, où il exerce la médecine avec un penchant marqué pour la médecine préventive. Il s'est spécialisé ces dernières années dans les interactions existant entre nos modes alimentaires, le stress et la santé. Il est écrit a saisi l'occasion de son passage à Montréal pour lui poser les questions qui nous brûlent les lèvres à tous. Vous serez surpris d'apprendre du nouveau sur vos problèmes de santé. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Bonjour, docteur Othello Vergère. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau ce Merci. soir. Et vous êtes médecin, vous êtes chirurgien, gynécologue, vous êtes originaire de Suisse, mais j'ai compris que vous pratiquez actuellement la médecine en Martinique. Qu'est-ce qui vous a amené dans la belle province ici au Québec? Eh bien oui, depuis une semaine, j'ai la chance d'avoir du beau temps et du bon temps aussi à Montréal, puisqu'on m'a invité pour animer un sommet sur la santé qui traite à la fois du style de vie, du stress, des maladies qui nous touchent tous dans cette société. Donc, En fait, ce n'est pas tout à fait votre spécialité, le stress, puisque vous êtes chirurgien gynécologue, mais ce serait peut-être intéressant de nous dire quelques mots par rapport à la relation qu'il peut y avoir entre le stress et un certain nombre de maladies. Eh bien, dans maintenant presque toutes les spécialités, on se rend compte que la médecine actuelle s'est souvent bornée à apporter un diagnostic et un traitement. Et si on ne va pas chercher la cause, le diagnostic va se répéter, le traitement va se répéter. Et ainsi, on se trouve avec des maladies qui nécessitent un traitement à vie parce qu'on répète les mêmes erreurs à vie. Et la vie elle-même est stressante, mais l'environnement, je dirais chimique, la pollution, soumet l'organisme à un stress permanent. Et les cellules de l'organisme sont soumises à un stress permanent. En d'autres mots, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas simplement le stress qui est provoqué par des conditions de travail particulières, qui est néfaste à l'homme, mais que l'ambiance générale dans laquelle nous vivons produit un certain stress. Disons que il y a environ plus de 30 000 substances chimiques non contrôlées qui circulent dans le monde et qui sont répandues par millions de tonnes dans l'environnement. On ne connaît pas exactement leurs conséquences sur l'organisme, mais on voit les effets indirects. Et actuellement, bon nombre de maladies comme le cancer, les allergies, les maladies auto-immunes, les rhumatismes, les maladies cardiovasculaires sont des réactions au stress que subissent les cellules de l'organisme. Alors, dans quel sens est-ce que vous allez pour pouvoir apporter une solution à cela? Et vous sembliez dire dans le début de notre entretien que lorsque quelqu'un est malade, il y a un certain nombre de causes à cela, de raisons premières, et que si on ne soigne pas ces raisons premières, les conséquences seront toujours présentes. Donc, y a-t-il une autre voie que l'on peut explorer? Alors, il faut d'abord comprendre que l'organisme, c'est un tout. On n'arrive pas à dissocier comme dans une voiture, la carrosserie et le moteur. Dans un être humain, il y a essentiellement 3 parties liées, comme dans un pain qui nécessite de l'eau, de la farine, du sel.
Quand le pain est fait, s'il y a trop de sel, c'est trop tard. On peut pas, tout est mal fait. Eh bien, dans l'organisme, on a un stress peut-être inapparent au départ, qui va entraîner la maladie, et à partir de la maladie, l'être entier souffre. Mais le processus qui a amené à la maladie, on est de plus en plus amené à remarquer qu'il est lié à un style de vie. Parce qu'il y a actuellement une quantité de maladies émergentes qui sont en progression malgré les progrès de la médecine. Est-ce que vous êtes en train de me dire, par exemple, que je crois qu'au Canada, peut-être particulièrement au Québec, il y a de plus en plus d'allergies? Est-ce que cela a un rapport également? Alors, si on prend le cas de l'allergie, nos grands-parents ne connaissaient pas les allergologues. Nous avons maintenant des spécialistes qui ont été créés pour traiter ce type de maladie qui arrive dès la jeunesse et qui est extrêmement courant. C'est essentiellement lié à un mauvais fonctionnement de la membrane du tube digestif qui est soumise à un stress. L'organisme a besoin, à travers cette membrane, de se nourrir. Et la membrane doit faire des choix entre ce qu'elle absorbe et ce qu'elle va rejeter à l'extérieur. Cette membrane est renouvelée tous les 3 jours. C'est le tissu de l'organisme qui est renouvelé le plus rapidement. Et donc, en cas de mauvaise alimentation, cette cellule va être la première à souffrir. Et donc, elle va devenir perméable, un peu comme une passoire. Des molécules toxiques vont rentrer dans l'organisme et se fixer sur des récepteurs sur le dos des cellules, engendrer des réactions immunitaires qui vont attaquer ces substances chimiques et en même temps les cellules. Si ça se passe au niveau du poumon, c'est une crise d'asthme. Si ça se passe au niveau d'une articulation, ça va être une poussée inflammatoire d'une articulation. Si c'est au niveau de la peau, ça peut être un eczéma, un psoriasis. Lorsqu'on corrige, par exemple, l'alimentation défectueuse, le tube digestif fonctionne correctement, la constipation disparaît, et l'allergie aussi. C'est très intéressant cette question d'alimentation. Je suis tenté de vous poser la question tout de suite, mais avant de vous poser la question par rapport à l'alimentation, je serais intéressé de savoir quel rapport il y a par exemple avec les maladies que vous traitez dans votre spécialité, parce que bon, je peux comprendre la relation entre le stress avec un certain nombre de maladies cardiaques ou autres, mais la gynécologie, quel rapport? Eh bien, bon nombre de maladies en gynécologie pourraient se résumer à quelques symptômes, disons 2 symptômes. Les femmes qui consultent en gynécologie consultent soit pour des douleurs, ou soit pour des troubles des règles, ou des saignements, ou autres. Et en particulier dans le cas des douleurs, le type d'alimentation va influencer, comme je vous ai dit, la qualité de la membrane digestive. Cette membrane, pour vous donner une idée, elle a quelques millièmes de millimètre d'épaisseur et elle a la surface d'un court de tennis. Donc c'est la plus grande surface du corps en contact avec l'extérieur. Et l'intégrité du corps humain dépend de la qualité de cette membrane. À partir du moment où cette membrane est maltraitée, on va avoir par exemple une augmentation de l'inflammation et des douleurs. Alors en gynécologie, on a les douleurs de la femme enceinte lorsqu'elle va accoucher. On a dû créer maintenant la péridurale parce que les femmes ne peuvent plus accoucher, la douleur est excessive. On a les douleurs des règles. Vous avez une maladie en pleine croissance qu'on appelle l'endométriose. Ce sont des jeunes femmes qui ont des règles tellement douloureuses qu'elles sont quasiment invalides pendant complètement toutes les règles. Et puis vous avez les douleurs qui précèdent les règles et accompagnent le début des règles, qui deviennent de plus en plus douloureuses. On appelle ça le syndrome prémenstruel. Donc tous ces symptômes peuvent être soit diagnostiqués, constatés, et on leur applique un traitement. Vous avez mal à la tête, on vous donne un antidouleur.
on ne va pas se poser les mauvaises questions. D'où vient le mal de tête? Vous avez mal pour des douleurs des règles, on est en possession d'antalgiques actuellement qui tentent de couper ces douleurs. Mais on est à bout de souffle parce qu'on n'arrive plus à couper les douleurs. Et c'est très difficile d'avoir une jeune femme qui va prendre pendant 30 ans et être invalide et être sous médicaments pendant 30 ans. On est en droit de se poser la question d'où ça vient. Et d'autant que dans certaines maladies comme l'endométriose, on est amené à faire des interventions assez compliquées. Et on a maintenant trouvé une liaison importante entre l'alimentation et ces douleurs. Donc là, vous pensez qu'il y a une relation précise entre notre mode alimentaire actuel et ces douleurs, par exemple, puisque c'est de ça que vous parlez actuellement. Alors, il y a une modification quasiment mondiale. On est dans la mondialisation de tout maintenant, des habitudes. L'alimentation dans les temps, disons dans la cinquantaine d'années qui nous précédaient, a été beaucoup moins portée sur les produits animaux. Actuellement, il y a une généralisation des produits animaux. Et en particulier du gras animal. Enfin, si on rapproche ça, je dirais, de l'histoire, on sait que c'est Henri IV qui, le premier, avait promis aux Français la poule au pot tous les dimanches. Donc, ce qui veut dire qu'à cette époque, on ne mangeait pas vraiment souvent de la viande. C'est un phénomène qui est propre à notre 21e siècle et notre 20e siècle. On n'en avait pas les moyens. On n'avait pas les moyens. Mais dans cette viande, il y a... lorsqu'on prévoit de consommer des produits animaux, on doit tout de suite se poser la question, quelle est la qualité de l'alimentation de l'animal? Et actuellement, pour produire des animaux en quantité industrielle, on est obligé de trouver une nourriture qui soit facile, pas chère et disponible. Et elle est souvent faite, cette alimentation animale, à partir de déchets, de résidus de farine faite à partir des carcasses d'animaux, à partir des résidus de... C'est un recyclage permanent, quoi. Oui, mais vous avez au niveau de ces produits-là un réceptacle de tous les produits toxiques. Mais est-ce qu'ils ne s'éliminent pas, ces produits toxiques? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'une molécule chimique est répandue dans la nature, un certain nombre, comme les pesticides, les herbicides, les dioxines, ils ont un effet qu'on appelle rémanent. Ils ne se dégradent pas dans la nature pendant des fois des centaines d'années. On les pose à un endroit, ils vont rester là. Mais pas pour tout le monde. Si la pluie les emmène ou s'ils tombent sur l'herbe, c'est les animaux qui vont les consommer. Certaines de ces molécules sont hormonaux, influencent le système hormonal de l'organisme, vont en même temps se fixer dans un organisme sans pouvoir en ressortir. Et l'effet va être cumulatif. Et souvent, il y a un effet, en ce qui nous concerne, ou inflammatoire, ou cancérigène. Vous disiez que, bon, par exemple, ces produits peuvent circuler dans l'air, se poser sur l'herbe, etc. Si l'animal est touché par cela, les végétaux le sont également. Alors la salade que je mange ou les poireaux que je mange sont aussi contaminés que l'animal que je mange. Alors, il y a une chose que l'ensemble de la population ne comprend pas bien. Il est très difficile d'avoir un produit où il n'y a absolument aucune pollution. L'herbe, la salade, les fruits, les légumes, quelque part, ils ont été traités. Et on a une concentration, disons, de base à ce niveau-là. Mais le légume a une durée de vie relativement courte. Par contre, un animal comme un poisson, lorsque on lui donne à manger, soit des algues qui baignent dans l'eau polluée, l'algue, vous avez une concentration de polluants dans l'eau qui est minime. Et puis, au niveau de l'algue qui baigne dans l'eau, la concentration va être 100 fois supérieure. Mais elle va être
1000 à 2000 fois supérieure dans le poisson qui mange l'algue. Et 5 à 10 000 fois supérieure dans les gros poissons qui mangent les petits. Donc c'est une chaîne qui va en... Donc, c'est une courbe exponentielle. L'homme est le dernier dans la chaîne. Pour bien comprendre, imaginez que je vous invite chez moi. Et je vous dis, je vous aurais bien offert à boire, mais je n'ai que de l'eau du Saint-Laurent qui sort du canal de la ville. Et je vous mets une eau trouble d'un canal à la limite de l'égout devant la figure. Vous allez me dire, docteur, vous avez perdu la raison. Je vais attendre, je ne vais jamais boire ça. Mais je vous dis, ben tant pis, par contre j'ai un poisson grillé ce soir. Ça vous intéresse? Eh bien, dans l'eau, vous avez une concentration, disons, de 100 ou 200 particules pour 1000, mais dans le poisson, vous avez une concentration qui va être entre 10 et 30 000. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus nocif de manger un poisson que de boire de l'eau d'un canal. Donc les gens n'ont pas compris et ils se disent, c'est vrai, il y a de la pollution dans les légumes. Mais la pollution du légume, elle est de l'ordre de 30 à 50, alors qu'un poisson, c'est 10 000. Il n'y a aucune comparaison possible entre les deux. Mais bon, ok, mais vous commencez à me faire peur. Qu'est-ce que je vais manger ? Si je ne peux plus manger de poisson, tout à l'heure vous avez parlé aussi de la viande, je pense que vous parlez du bœuf, vous parlez du poulet, etc. Alors, à quoi est-ce que je suis réduit ? Alors, avant d'en arriver là, je dirais que c'était très intéressant de comprendre ce qui se passe lorsqu'on va manger un produit animal. On mange un concentré de tous les produits chimiques en circulation. Si vous voulez trouver un concentré de produits chimiques en circulation dans un pays, vous les trouverez à 4 endroits différents. La viande, le poulet, le poisson et les produits laitiers. Là, vous allez les trouver à une concentration énorme. Ce n'est pas la peine d'aller chercher dans la rue ou autre. Alors, si nous consommons ces produits, qu'est-ce qu'ils deviennent chez nous? Eh bien, ces produits sont stockés dans l'organisme au niveau des graisses. Pour certains d'entre eux, chez l'homme, ils vont entraîner des troubles de la fécondation. Et là, en particulier, une diminution des spermatozoïdes et une stérilité extrêmement fréquente. D'ailleurs, on constate une diminution. Mais c'est surtout chez la femme. Lorsque ces produits sont stockés dans les graisses, et si on fait une biopsie des graisses d'une personne, on peut lui raconter ce qu'elle a mangé comme toxique, et on a fait des essais au Parlement européen et on a trouvé des personnes qui avaient jusqu'à 800 toxiques chez eux, et on savait ce qu'ils avaient mangé. Et donc une femme, et ça intéresse alors ma spécialité, la gynécologie et obstétrique, la naissance des enfants. À la maternité, une femme va donner le sein à son premier bébé. Eh bien, elle va mobiliser 60% de ce qu'elle a dans les graisses pour servir tous ces produits toxiques dans le lait à la maternité. Si vous prenez 100 femmes végétariennes, il n'y en a que 2 qui donnent des produits toxiques à leur bébé, sur 100. Alors que 100 femmes qui mangent des produits animaux, il y en a 98 qui vont donner des toxines à leur bébé à la maternité. Donc le bébé prend le stock de produits cancérigènes à la maternité. Et il va continuer avec les fast-food et compagnie. Et c'est pour ça qu'on a des cancers à 18 ans et 20 ans, au lieu de faire les cancers à 70 ans de nos grands-mères. Parce qu'on a atteint la dose limite et on a des conséquences. Alors, certains feront des cancers, d'autres feront des allergies, d'autres des maladies auto-immunes, d'autres des rhumatismes, d'autres des maladies cardiovasculaires. L'organisme craque à l'endroit où il est le plus faible. Il y a des familles de diabétiques, d'arthrosiques, de rhumatisants, d'allergiques et de cancéreux. Bien, ça devient vraiment inquiétant. Mais bon, admettons que je veuille éliminer de mon alimentation les 4 éléments dont vous avez parlé, la viande, le poulet, les graisses, et le 4e, c'est... Les produits laitiers. Les produits laitiers. Les produits laitiers. Alors, admettons que j'ai éliminé cela, est-ce que je peux encore avoir une alimentation équilibrée et quelque chose qui me permette de vivre normalement? Alors, dans un laps de temps qui est devant nous, assez court,
on ne se posera pas la question parce qu'on va être contraint. On va être contraint parce que on est déjà contraint dans certains produits d'arrêter. Parce que la concentration est énorme. Maladies aussi. Parce qu'il y a des concentrations limites. Il y a des concentrations limites où on dit attention, il peut y avoir mort d'homme. Il y a eu des accidents avec les poulets en Belgique où après la consommation des poulets, les poulets étaient encore vivants, mais ceux qui les ont mangés sont morts parce que la concentration de dioxine était trop élevée. Et c'était lié au fait qu'on avait assaisonné, si j'ose dire, les farines animales pour nourrir les poulets avec 2 ingrédients particuliers qui montrent à quel point on est soucieux de la santé des habitants. On avait assaisonné ces farines animales, ça se passait en l'an 2000, de résidus de stations d'épuration et de fosses septiques et d'huile de vidange. Et ces 2 produits conjugués avaient fait monter le taux de dioxine, qui est un produit extrêmement toxique à des doses minimes, qui a entraîné des conséquences. Et c'est là que ça avait un peu montré qu'est-ce que c'est que la bioconcentration dans la chaîne alimentaire. Donc actuellement, on est contraint de faire des choix, si on veut avoir des résultats. Et par exemple, dans le cas de l'endométriose, cette maladie très douloureuse, lorsqu'on change l'alimentation, la douleur disparaît. Donc le client est roi, il choisit tout de suite ce qu'il faut faire. Et dans la nature, on n'est absolument pas obligé de manger des protéines animales. On a tout ce qu'il faut dans 2 catégories d'aliments qui peuvent facilement remplacer ça. Les légumineuses avec 4 viandes, les haricots, les lentilles, les pois et le soja. Et puis tous les protéagineux avec les protéines qui sont contenues dans les petites graines que sont les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les noix de tout ce que vous voulez. Toutes les catégories des noix qui contiennent à la fois des protéines et à la fois des huiles indispensables à l'organisme comme les oméga 3 ou autres. Lorsque je m'identifie à l'homme de la rue, je me dis que personnellement je ne suis pas outillé pour pouvoir transformer de manière aussi radicale mon alimentation. Alors, est-ce que... J'ai 2 questions en fait. La première question, c'est par rapport à votre spécialité, qui est donc de la chirurgie. Est-ce que le nombre de chirurgies est toujours le même, ou bien est-ce que vous arrivez à diminuer le nombre de chirurgies en proposant justement à vos patientes une alimentation différente? Parce que tout à l'heure vous disiez que certaines douleurs peuvent par exemple disparaître en modifiant son alimentation. Alors, une des maladies qui posent le plus de problèmes actuellement du point de vue chirurgical, c'est certainement l'endométriose, cette maladie qui donne des douleurs pendant les règles. Elle est liée à une greffe des cellules qui donnent les règles en dehors de l'utérus et qui vont à l'intérieur du bassin de la femme, sur les ovaires, près du rectum, derrière l'utérus, près de la vessie, se greffer pour donner des petites règles et donner des nodules extrêmement douloureux. C'est parfaitement pathologique et pendant des années on s'est acharné à faire des interventions pour enlever ces nodules. Et on s'est aperçu dans un laps d'1 an, 2 ans ou 3 ans que les mêmes causes reproduisant les mêmes effets, on était obligé de réopérer ces patientes parce qu'elles avaient des récidives. Et en fait, depuis quelque temps, comme la fréquence d'endométriose est assez élevée à la Martinique parce que on est dans un environnement fermé où la pollution est assez marquée par rapport aux cultures environnantes, eh bien, lorsqu'on modifie la concentration des produits chimiques qui entraînent l'inflammation et la greffe de ces cellules à cause de l'inflammation, eh bien, on a pratiquement dans 80% une disparition de la douleur complète. Et on n'opère plus que les grosses lésions ou les kystes, les formations, mais avec un espoir qui ne se reproduit pas. Pas. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Les allergies, c'est un bon exemple aussi, qui se guérit très bien. Il y a des gens qui sont asthmatiques, par exemple, et qui sont sous corticothérapie, la cortisone, parce qu'ils ne peuvent plus se passer de ce traitement. Eh bien, lorsqu'il y a une erreur qui est commise à vie, il faut prendre un traitement à vie. Mais lorsqu'on modifie l'alimentation, les conditions de l'allergie et de l'asthme sont coupées, et elle n'a plus besoin d'aucun traitement, parce qu'on a coupé justement l'entrée des toxines en changeant le mode alimentaire.
Il est extrêmement intéressant de constater que les dernières découvertes médicales remettent en évidence les principes bibliques de la santé. La Bible ne dissocie pas la santé physique de la santé spirituelle. Dès la création, nous lisons dans le livre de la Genèse que Dieu s'est soucié de l'alimentation de l'être humain. La Genèse précise que l'alimentation de nos premiers parents en Éden était constituée au départ de céréales et de fruits. Ce n'est qu'après le déluge qu'une alimentation carnée est officiellement citée dans la Bible. Il est intéressant de noter que c'est à la même époque que la durée de vie de l'homme a été ramenée à 120 ans. Et force est de constater que dans les demeures que Jésus prépare à ses enfants, il n'est pas question de violence, de meurtre, fût-ce même pour se nourrir. Des statistiques récentes révèlent que l'espérance de vie des végétariens de Californie est de 10 ans supérieure à celle de la population qui adopte une alimentation carnée. Une vie plus proche de l'idéal biblique ne pourrait avoir que des effets bénéfiques sur notre environnement. En ces temps où nous nous inquiétons du réchauffement de la planète et de l'épuisement des ressources naturelles, ne devons-nous pas voir dans la parole de Dieu une invitation à repenser nos modes de vie? Et pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour dire à ce Dieu qui s'inquiète de notre santé que nous désirons vivre plus conformément à son projet? Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous avoir donné des directives claires dans ta parole. Nous découvrons l'immense sagesse de ta révélation et nous désirons puiser dans la parole les conseils qui nous permettront de vivre une vie plus saine sur cette terre dans l'attente de ton retour. Au nom de Jésus. Amen.